Je me tenais là, au tribunal, essayant de ne pas pleurer pendant que l'avocate de mon ex-mari me déchirait en lambeaux devant le juge. Elle est ruinée. Elle n'a même pas les moyens de se payer un logement, ni de la nourriture et des vêtements décents pour les enfants, a-t-elle dit avec un sourire narquois. Pourquoi devrait-elle les obtenir? J'ai serré les mâchoires et je suis restée silencieuse. Je sentais mes mains trembler. Je ne voulais pas leur donner la satisfaction de me voir m'effondrer. Le juge a hoché la tête lentement, comme s'il était d'accord. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que l'air était aspiré de ma poitrine. Je ne pensais qu'à mes enfants, Lucas et Aria. Que se passerait-il s'ils m'étaient enlevé et confié à un homme qui ne se souciait que du contrôle et des apparences? Je n'avais pas les moyens de me payer un avocat comme le sien. Je n'avais les moyens de rien, en réalité. Je tenais à peine le coup, mais j'étais là. J'étais présente, et je faisais tout ce que je pouvais pour mes enfants. Puis, juste au moment où je sentais la panique silencieuse m'envahir, où le corps est immobile mais les pensées hurlent, mon fils de 7 ans s'est levé. « Maman » a-t-il dit, assez fort pour que toute la salle d'audience l'entende, puis-je montrer au juge la lettre que j'ai trouvée dans le coffre-fort de papa. La salle s'est figée. Tout le monde s'est retourné. Derek s'est raidi. Son avocate a cligné des yeux comme si elle venait de recevoir une gifle. Même le juge s'est interrompu au milieu d'une phrase. Je ne savais pas de quelle lettre Lucas parlait. Mon cœur battait la chamade. Il n'avait jamais rien dit à propos d'une lettre. Mais j'ai hoché la tête, et alors qu'il marchait vers le banc avec ce morceau de papier plié dans sa petite main, tout a changé. Je n'ai pas toujours été le genre de femme assise au tribunal, ayant peur de parler. J'étais autrefois confiante. J'avais un travail que j'aimais, des amis avec qui je riais, des rêves qui semblaient réels. Mais quand j'ai épousé Derek, les choses ont changé, lentement puis tout d'un coup. Il n'a pas toujours été cruel. Au début, il était charmant, généreux et convaincant. Il m'a dit que je n'avais pas besoin de travailler. Il a dit que je devrais rester à la maison, élever les enfants et le laisser gérer l'argent. Tu en as assez fait, m'a-t-il dit un jour. Tu mérites du repos. Je n'ai pas réalisé ce à quoi je renonçais en acceptant mon indépendance, ma voix, mon filet de sécurité. Je suis devenu invisible dans ma propre vie. Après la naissance de notre fille, Aria, Derek a commencé à changer. Il était toujours fatigué, toujours critique. Chaque dollar que je dépensais était remis en question. Si j'achetais des couches sans vérifier le prix en solde au préalable, j'étais réduite au silence pendant des heures. Si je mentionnais un retour au travail à temps partiel, il me rappelait que je n'avais pas de CV récent ou disait « Nous n'avons pas besoin de ton aide. Nous avons besoin que tu sois une bonne mère. » Lorsqu'il est parti, je n'avais plus rien, pas d'économie, pas d'avocat, personne dans mon coin sauf mes enfants. Il a bloqué le compte joint et a emménagé avec quelqu'un d'autre. Il a immédiatement engagé un avocat. Je ne pouvais même pas m'en payer un. Je suis allé à la clinique juridique gratuite du palais de justice du comté et j'ai fait la queue pendant 2 heures, tenant un dossier rempli de reçus et de photos de mes enfants mangeant des macaronis en boîte sur du papier absorbant parce que nous n'avions pas de vaisselle propre. Notre appartement était petit. Je travaillais au noir à 2 emplois de nettoyage juste pour garder une longueur d'avance sur le loyer. Nous n'avions ni câble ni internet. J'utilisais un téléphone prépayé et j'espérais qu'il ne serait pas à court de minutes si l'école avait besoin de m'appeler. Je lavais les vêtements de mes enfants à la main dans la baignoire. Parfois, le chauffe-eau fonctionnait à peine, alors je faisais bouillir de l'eau sur la cuisinière et la mélangeais dans des seaux. Lucas ne se plaignait jamais. Aria fredonnait des petites chansons pendant que je frottais ses chaussettes. Je n'ai dit à personne à quel point c'était difficile, pas même à ma mère. J'avais trop honte. Elle m'avait mise en garde contre Derek il y a des années, disant qu'il regardait les gens comme s'ils étaient des transactions. Mais j'étais trop amoureuse à l'époque pour écouter. Quand la date du procès est arrivée, j'étais terrifiée. Derek avait demandé la garde exclusive, prétendant que j'étais inapte. Il a dit que j'étais instable, pauvre, incapable d'offrir une bonne vie. Son avocate était brutale. Ils ont apporté des feuilles de calcul et des photos de sa belle maison. Il portait des costumes coûteux et souriait comme si tout était déjà décidé. Je suis entré dans la salle d'audience avec une robe empruntée, un blazer d'occasion et une chemise en plastique avec les bulletins scolaires, les feuilles de présence et une lettre de notre propriétaire confirmant que je n'avais jamais manqué un paiement. Je savais que ce n'était pas suffisant, mais je devais essayer. Pour Lucas. Pour Aria. Ce matin-là,
Lucas m'a tenu la main pendant que nous montions les marches du palais de justice. « Est-ce que ça va aller ?» a-t-il demandé. J'ai souri, mais mon sourire semblait fragile. « Oui, mon chéri, ça va aller. » Mais je n'en étais pas sûr. Je n'étais sûr de rien. Tout ce que je savais, c'est que j'aimais mes enfants. Je savais ce que c'était que de se priver et de les faire passer en premier. Je savais ce que c'était que de pleurer tranquillement dans la salle de bain après le coucher pour qu'ils ne me voient pas. Je savais à quel point je travaillais dur pour que leur petit monde se sente en sécurité alors que tout autour de nous tremblait. À l'intérieur de la salle d'audience, je me suis assise droite et immobile. J'ai regardé Derek éviter mon regard. J'ai écouté son avocate énumérer tout ce que je n'avais pas, de l'argent, un logement stable, un moyen de transport fiable. Elle a dit, son fils porte des chaussures d'occasion trouées. L'institutrice de sa fille dit qu'elle saute parfois le petit déjeuner. Ce n'est pas de la négligence, c'est de la pauvreté. Et la pauvreté n'est pas un crime, mais c'est un risque. J'ai eu envie de crier. J'ai eu envie de demander, où étiez-vous quand je sautais le dîner pour m'assurer qu'il restait suffisamment de céréales? Où étiez-vous quand je vendais mon alliance pour acheter des manteaux pour l'hiver? Mais je suis restée silencieuse. J'avais appris qu'au tribunal, la colère ne ressemble pas à de la force, mais à de l'instabilité. Le juge a hoché la tête lentement, comme si chaque accusation était parfaitement logique. Mon cœur s'est serré. Et juste au moment où j'avais l'impression de ne pas pouvoir supporter le reste de l'audience, j'ai senti cette petite traction sur ma manche. Lucas. Mon doux et courageux garçon. Il m'a regardé avec de grands yeux et a murmuré, « Maman, puis-je dire quelque chose au juge ?» La salle d'audience a semblé plus froide dès que l'avocate de Derek a commencé à parler. Carlene, je suppose que c'est le nom de l'avocate, marchait avec l'assurance de quelqu'un qui avait fait cela des centaines de fois et s'attendait à gagner à nouveau. Elle se tenait droite, sa voix forte et saccadée alors qu'elle exposait sa version de ma vie, une version dépouillée de vérité, une version destinée à humilier. Elle n'a pas d'emploi stable. Elle reçoit une aide financière irrégulière. Son appartement est un logement temporaire. Les enfants méritent mieux qu'une mère qui peut à peine les nourrir. Je n'ai pas regardé Derek. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais déjà imaginer son visage, vide, détendu, regardant cela se dérouler comme s'il n'y était pour rien, comme si ma ruine financière n'était pas soigneusement orchestrée par lui. C'est lui qui a vidé notre compte joint quelques jours avant de partir. C'est lui qui refusait de contribuer aux factures, sauf si cela le faisait bien paraître devant ses parents. Mais rien de tout cela n'avait d'importance dans cette salle. La seule chose que le juge avait devant lui, c'était les feuilles de calcul et les photos du côté de Derek, des photos de sa maison impeccable, du réfrigérateur bien rempli, des brochures de l'école privée. Carla a feuilleté ces documents d'un rythme tranquille, sortant mes relevés bancaires. Elle les a brandis comme s'il s'agissait de linge sale. Votre honneur, comme vous pouvez le constater, mon client offre un environnement sûr et stable. Les enfants ont leur propre chambre, des repas réguliers, une nounou. Pendant ce temps, Madame Marot, je suppose que c'est votre nom de famille, n'a aucun revenu déclaré, aucun employeur vérifié. Elle a des retards dans ses factures et a reçu un avertissement pour loyer impayé en février. Ce n'est pas une situation sûre ou stable pour deux jeunes enfants. J'ai senti mon visage rougir. Elle n'a pas mentionné le fait que j'avais accepté tous les emplois que je pouvais, nettoyant souvent des maisons contre de l'argent liquide parce que le travail formel n'était pas une option avec deux enfants et aucune garde d'enfants. Elle n'a pas mentionné que l'avis de loyer avait été réglé en quelques jours, ni que j'avais vendu tous mes objets de valeur pour garder de la nourriture dans le réfrigérateur. Le juge n'a pas parlé tout de suite. Il s'est penché en arrière, regardant les papiers comme s'il confirmait ce qu'il croyait déjà, que j'essayais, mais qu'essayer ne suffisait pas. Je voulais me défendre, tout expliquer, mais je savais aussi de quoi cela aurait l'air. On m'avait averti de ne pas interrompre, de ne pas paraître sur la défensive, de ne pas trop pleurer ou de ne pas paraître trop froide. Alors je suis restée assise là, silencieuse, gênée, brûlant de honte et de frustration. Mes doigts s'enfonçaient dans le bord de mon siège. Je gardais les yeux fixés sur les enfants assis tranquillement à côté de moi. Aria dessinait sur un morceau de papier brouillon avec un crayon terne. Lucas regardait Derek avec des yeux plissés. Puis Carla a prononcé la phrase qui m'a blessé plus que toute insulte qu'elle avait lancée jusqu'à présent, « Pourquoi devrait-elle avoir les enfants si elle n'a même pas les moyens de s'occuper d'eux ?» Cela résonnait dans mon esprit, pourquoi devrais-je les avoir? J'ai retenu les larmes qui me montaient aux yeux.
Je savais que ma réalité n'était pas impressionnante sur le papier. Je n'avais pas de nouveaux vêtements pour eux. Je ne pouvais pas me permettre des déjeuners raffinés ou des cours de ballet. Mais j'étais là, tous les soirs. C'est moi qui leur brossais les cheveux, vérifiais s'il y avait des monstres sous leur lit et restais éveillé tard le soir à coudre des patchs sur leur veste parce que je ne pouvais pas m'en offrir de nouvelles. Rien de tout cela n'avait d'importance pour le tribunal. Seuls les chiffres comptaient. Des chiffres que je n'avais pas. Le juge m'a regardé, ses yeux lourds de doute. Il a ouvert la bouche comme s'il était sur le point de parler quand je l'ai senti, cette petite traction sur mon bras à nouveau. Lucas. Il a murmuré, « Maman, puis-je montrer au juge la lettre que j'ai trouvée dans le coffre-fort de papa ?» Au début, je n'ai pas compris. Quelle lettre? Je l'ai regardé fixement, confuse, jusqu'à ce qu'il sorte un papier plié de la poche de son manteau et le brandisse. Mon estomac s'est retourné. Je ne savais pas ce que c'était, mais quelque chose dans la posture de Derek a changé. Il s'est redressé. Les yeux de Carla se sont fixés sur le papier. « Lucas, qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé doucement. Il ne m'a pas répondu. Il a regardé le juge. « Puis-je vous donner ceci ?» a-t-il demandé. Le juge a eu l'air surpris mais a hoché la tête. « Apportez-le ici. » Lucas s'est avancé, petit et ferme, a dépassé la rangée de costumes impeccables et de grands yeux, et a remis la lettre au juge à deux mains. La pièce est tombée dans un silence étrange et lourd. Je pouvais voir Derek commencer à transpirer. Carla s'est tournée vers lui, murmurant quelque chose rapidement, son assurance vacillant pour la première fois. Quoi que ce soit qui était écrit sur ce morceau de papier, cela avait ébranlé quelque chose. Je me suis penché en avant, le cœur battant, essayant de lire le visage du juge. Il tenait la lettre à deux mains et la regardait à nouveau, le front froncé. Puis il la lut à haute voix, à Derek Marrow, de Elbecker CPA. Objet, blindage financier stratégique, préparation au divorce. Puis il s'est arrêté, jetant un coup d'œil à la salle d'audience, puis à Derek. Il s'agit d'une lettre de stratégie financière datée de 3 mois avant le dépôt de votre divorce. Elle détaille les instructions pour ouvrir des comptes offshore, transférer des actifs vers des sociétés écrans et minimiser les revenus déclarés afin d'influencer les procédures de garde et de pension alimentaire. Elle inclut la ligne, je cite, « Conserver la garde principale si possible, mais au minimum s'assurer qu'elle ait peu de motifs de recours juridique en paraissant financièrement stable et moralement intègre. » Il a arrêté de lire. Le silence dans la salle d'audience n'était pas seulement calme, il était suffocant. Tous les regards étaient maintenant rivés sur Derek. Même Carla avait l'air abasourdie. Elle tourna lentement la tête vers lui, murmurant quelque chose qui ressemblait à « Est-ce vrai ?» Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. J'étais figé entre l'incrédulité et une sorte de rage silencieuse qui n'avait pas de débouché. J'avais soupçonné des choses. Je savais que Derek était stratégique, froid quand il s'agissait d'argent, et impitoyable quand il s'agissait d'obtenir ce qu'il voulait. Mais le voir par écrit, l'entendre lu à haute voix par un juge devant mes enfants, était quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Le juge a baissé la lettre et l'a posée soigneusement sur le banc devant lui. Puis il a regardé Derek et a dit, « Vous avez intentionnellement trompé ce tribunal. Vous avez tenté de manipuler l'issue de cette procédure par le biais d'une tromperie financière. Cette lettre est une tentative directe d'utiliser la richesse et la malhonnêteté calculée pour refuser à vos enfants l'accès à leur mère. » Derek s'est levé brusquement. « Cette lettre est vieille. Elle n'a pas été utilisée. Ce n'est même pas. » « Asseyez-vous, monsieur Marrow, » a dit le juge d'un ton sec. L'autorité dans sa voix a surpris tout le monde. Aria a levé les yeux de son dessin et a tendu la main vers moi. Je l'ai prise dans mes bras sans quitter le juge des yeux. Il s'est de nouveau tourné vers moi. « Madame Marrow, étiez-vous au courant de cette lettre avant aujourd'hui ?»« Non, votre honneur, ai-je dit. C'est la première fois que je la vois ou que j'en entends parler. »« Et votre fils l'a trouvée ?» J'ai hoché la tête, la gorge serrée. « Oui. Il n'en a jamais parlé jusqu'à maintenant. » Lucas a alors levé les yeux vers moi. « J'ai pensé que ça pourrait t'aider. Je l'ai trouvé quand je cherchais ma tablette chez papa. Je ne voulais pas causer d'ennui à qui que ce soit, mais je ne voulais pas que nous perdions. » Le juge l'a regardé fixement pendant un long moment, puis quelque chose s'est adouci dans son expression. « Vous avez bien agi, jeune homme, a-t-il dit. » Il s'est retourné vers Carla. « Madame Den,
je vais examiner ce document dans son intégralité et suspendre cette audience pour une enquête officielle sur la conduite financière de Monsieur Marot. En attendant, la garde principale restera à Madame Marot, avec suspension temporaire du droit de visite du défendeur jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. Les mots ont pénétré lentement. Je les ai entendus, mais mon corps n'a pas réagi au début. C'était comme si mon cerveau avait besoin d'un moment pour s'assurer que je ne les avais pas imaginés. Lorsqu'ils ont finalement été enregistrés, j'ai senti mes genoux trembler. Je me suis assise lourdement, serrant mes 2 enfants dans mes bras. Carladen est restée silencieuse, les lèvres serrées, les bras croisés. Elle n'a pas discuté. Elle ne pouvait pas. Le mal était fait. Derek n'a pas dit un mot de plus. Après que le juge ait quitté le banc, l'huissier a ajourné la séance. Je suis restée assise, les bras autour de mes enfants comme s'ils étaient la seule chose qui me rattachait au sol. Lucas s'est penché vers moi et a murmuré, « Ai-je fait une erreur ?»« Non, mon chéri, » ai-je dit. « Tu nous as sauvés. » Il a hoché la tête une fois et n'a rien dit d'autre. Il n'en avait pas besoin. J'ai finalement compris quel genre de force il faut à un enfant pour porter quelque chose comme ça, et j'ai réalisé autre chose, le combat n'était pas terminé, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que la vérité avait une vraie chance. Je suis sorti de la salle d'audience ce jour-là en tenant les mains de mes enfants, sentant à peine le sol sous mes pieds. Mes jambes bougeaient, mais mon esprit était ailleurs. Je repassais sans cesse les paroles du juge dans ma tête, essayant d'y croire. Il avait arrêté l'audience. Il avait suspendu le droit de visite de Derek. Il m'avait cru. Ou du moins, il avait enfin vu la vérité par lui-même. Dehors, l'air était froid. Lucas a lâché ma main pour remonter la fermeture éclair du manteau d'Aria. Je l'ai regardé, ressentant une vague de gratitude pour laquelle je n'avais pas encore de mots. Comment remercier un enfant pour quelque chose comme ça, pour s'être levé et avoir fait ce qu'aucun adulte dans cette salle d'audience n'avait eu le courage de faire? Quelques jours plus tard, le tribunal a ordonné une enquête officielle sur les activités financières de Derek. J'ai rencontré une enquêtrice nommée par le tribunal, une femme nommée Madame Tran, qui a écouté attentivement, a pris des notes et ne m'a jamais regardé comme si j'étais inférieur. Elle a examiné la lettre, a posé des questions sur nos finances pendant le mariage et a demandé la permission d'extraire tous les dossiers fiscaux et les déclarations de patrimoine pertinents des 2 côtés. J'ai accepté sans hésitation. Je n'avais rien à cacher. Derek, en revanche, si. En une semaine, son château de cartes a commencé à s'effondrer. L'enquêtrice a découvert de multiples comptes enregistrés au nom de sociétés écrans au Nevada et dans le Delaware. Elle a trouvé des virements bancaires vers des banques étrangères, des transactions en espèces qui n'avaient jamais été divulguées et des incohérences fiscales qui ont clairement montré qu'il dissimulait des revenus depuis des années. Chaque fois que je recevais une mise à jour, je sentais quelque chose se reconstruire lentement en moi, la confiance en ma propre mémoire, la confiance en mon instinct et la conviction que peut-être, juste peut-être, la justice pouvait exister. Pendant si longtemps, on m'avait fait croire que j'imaginais des choses. Derek avait convaincu tout le monde, y compris une partie de moi-même, que j'étais faible, paranoïaque et incapable. Mais maintenant, les faits prouvaient le contraire. L'audience finale est arrivée plus vite que je ne le pensais. Lorsque je suis rentré dans la salle d'audience, cette fois avec une représentation légale fournie par un groupe de défense des droits des familles, je me suis tenu plus droite. Je ne portais pas de vêtements empruntés. J'avais trouvé un travail à temps partiel de nettoyage de bureau et j'avais économisé suffisamment pour une robe noire modeste et des talons robustes. Des petites choses, mais elles me donnaient l'impression d'être une armure. Derek avait l'air différent aussi. La confiance avait disparu. Son nouvel avocat parlait par phrases courtes et serrées. Il n'y avait pas de regard suffisant, pas de faux sourire. La salle d'audience avait changé. Le juge est entré et a commencé la session par une déclaration. Ce tribunal a examiné l'enquête financière sur Monsieur Marot et a trouvé des preuves substantielles de non-divulgation volontaire, de dissimulation d'actifs et de manipulation de revenus pour obtenir un avantage dans cette procédure. Ce comportement est directement contraire à l'intérêt supérieur des enfants concernés. Il s'est interrompu et m'a regardé. Madame Marot, à la lumière de ces conclusions et de votre engagement démontré envers le bien-être de vos enfants dans des circonstances difficiles, ce tribunal vous accorde la garde physique et légale complète de Lucas et Aria. Monsieur Marot est condamné à payer une pension alimentaire pour enfants rétroactive et sera soumis à des visites surveillées en attendant un nouvel examen. Je n'ai pas pleuré tout de suite. Je pense qu'une partie de moi s'attendait encore à ce que le moment me soit enlevé,
à ce que quelqu'un dise qu'il y avait une erreur ou un changement. Mais personne n'a parlé. Le juge a signé l'ordonnance. Le marteau est tombé. C'était réel. Aria a poussé un petit cri et m'a serré à la taille. Lucas m'a serré la main. Il n'a pas souri, mais ses yeux brillaient, fermes et sûrs. Ce soir-là, nous avons mangé des crêpes pour le dîner et dansé sur la musique à la radio. Rien d'extraordinaire, juste nous dans notre petite cuisine, à rire jusqu'à ce que le son remplisse chaque recoin de l'appartement. Je me suis assise par terre après, les tenant tous les deux sur mes genoux. Aria chantait. Lucas dessinait quelque chose sur un bloc-notes. Quand j'ai baissé les yeux, j'ai vu ce qu'il avait écrit, le dessin d'une maison avec 3 personnages en bâton au-dessus. Il avait écrit « La maison est là où est maman ». Cette lettre qu'il a trouvée était plus qu'une simple preuve. C'était une bouée de sauvetage, une porte hors de la peur et vers quelque chose qui ressemblait enfin à la paix. Il aurait pu la cacher, la jeter, l'ignorer. Mais il ne l'a pas fait. Parce que même à 7 ans, mon fils savait distinguer le bien du mal. Et dans une salle d'audience pleine d'adultes, c'est lui qui a eu le courage de dire la vérité. Cela fait 6 mois depuis ce jour au tribunal, mais j'y pense encore souvent. Pas seulement au moment où le juge a statué en ma faveur, ou à l'expression du visage de Derek, mais à la force tranquille qu'il a fallu pour y arriver. Le genre de force qui ne vient pas du pouvoir ou de l'argent, mais de l'amour. Le genre qui continue quand tout le reste a disparu. Après le jugement, la vie n'est pas devenue parfaite. Je travaillais encore de longues heures. Je budgétisais encore chaque épicerie jusqu'au dernier dollar. Je continuais à acheter des vêtements d'occasion, à découper des coupons et à dire non à des choses que d'autres familles pourraient tenir pour acquises. Mais la peur avait disparu. La pression constante, le sentiment que quelqu'un attendait pour tout emporter, c'était fini. Derek a fait quelques tentatives pour reprendre le contrôle. Il a déposé une requête pour réduire ses paiements de pension alimentaire, puis a essayé de remettre en question les exigences de visite surveillée. Mais les preuves étaient solides et le tribunal est resté ferme. Il s'est présenté à ses visites programmées 3 fois, puis a cessé d'essayer. Je ne l'ai pas expliqué aux enfants de manière trop détaillée. Je leur ai seulement dit ce qu'ils avaient besoin de savoir, leur père n'était pas prêt à être constant, et il méritait des gens qui se présentaient et restaient. Ils ont arrêté de demander au bout d'un moment. Lucas parle encore de la lettre parfois. Un soir, nous étions assis sur le canapé et il a demandé, étais-je en difficulté pour l'avoir prise? J'ai secoué la tête et l'ai regardé dans les yeux. Non, mon chéri. Tu as été courageux. Tu as dit la vérité quand c'était le plus important. Il a hoché la tête comme s'il comprenait et a appuyé sa tête sur mon épaule. Ce moment m'a rappelé à quel point les enfants portent facilement des fardeaux que nous ne voyons même pas. Il avait porté ce morceau de papier pendant des semaines. Il avait attendu le bon moment pour parler. Il avait choisi la justice alors que personne ne le lui avait demandé. J'ai commencé à suivre une thérapie. Au début, c'était étrange de parler de tout à haute voix, de m'entendre admettre à quel point c'était grave. Mais la guérison a besoin d'air. Plus je parlais, plus je réalisais à quel point j'avais intériorisé la honte, la culpabilité, le mensonge selon lequel être pauvre signifiait que je faisais défaut à mes enfants, que je devais prouver ma valeur en ayant l'air bien au lieu d'être simplement honnête sur la difficulté de la situation. Mon thérapeute m'a aidé à voir quelque chose que je n'avais pas vu auparavant, je n'étais pas faible parce que je luttais. J'étais forte parce que je survivais. Forte pour avoir gardé un toit au-dessus de nos têtes, pour m'être présentée au tribunal sans avocat, pour avoir fait passer mes enfants en premier chaque jour. Un week-end, j'ai trouvé un emploi de bureau à temps partiel qui offrait des avantages sociaux. Ce n'était pas glamour, mais c'était stable. Je l'ai pris. J'ai acheté un ordinateur portable pour pouvoir suivre des cours du soir en ligne et travailler à l'obtention d'une certification en comptabilité. C'était quelque chose pour lequel j'avais toujours été doué, mais je n'avais jamais cru pouvoir en faire une vraie carrière. Les enfants ont commencé à aller mieux aussi. Aria s'est fait une nouvelle meilleure amie à son école maternelle, et son professeur a dit qu'elle était devenue plus bavarde et confiante. Lucas a rejoint le club d'art de l'école et l'un de ses dessins a été affiché dans le couloir. Il avait choisi le dessin d'un arbre avec des racines épaisses et profondes en dessous. Il avait écrit un mot, grandir. C'est ce que nous faisons maintenant, grandir. Ce n'est pas toujours rapide ou facile, mais c'est constant. Chaque semaine, nous nous éloignons un peu plus de la peur et nous nous rapprochons un peu plus de la paix. Parfois, les gens me demandent comment j'ai pu rester si calme au tribunal, comment je n'ai pas craqué.
La vérité, c'est que j'ai failli le faire. Mais quand on est mère et que ses bébés sont en jeu, on trouve un moyen de continuer à respirer, de continuer à se tenir debout. Non pas parce que c'est facile, mais parce qu'abandonner n'a jamais été une option. Cette histoire a commencé dans une salle d'audience, où j'étais accusé d'être trop pauvre pour être une bonne mère. Elle s'est terminée par la vérité dite par la plus petite voix de la salle, un enfant qui savait à quoi ressemblait l'amour et qui n'avait pas peur de le prouver. Nous n'avons pas gagné parce que nous avions du pouvoir, de l'argent ou des apparences parfaites. Nous avons gagné parce que nous étions honnêtes, parce que nous sommes restés gentils et parce que même lorsque les chances étaient contre nous, nous avons refusé de céder. Il y a une chose que j'ai apprise, la justice n'est pas toujours facile à obtenir, mais elle peut quand même arriver. Et parfois, quand elle arrive, elle se présente sous la forme d'une lettre pliée dans la main d'un petit garçon, tenue avec un courage tranquille, offerte avec amour. C'est le jour où tout a changé. Pas seulement au tribunal, pas seulement légalement, mais dans mon cœur. C'est le jour où j'ai cessé de survivre et où j'ai recommencé à vivre. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé la force tranquille qu'il faut pour continuer quand tout est contre vous, alors veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Laissez un commentaire, que vous soyez un parent, un survivant ou quelqu'un qui croit simplement en la vérité et la justice. Votre voix compte ici. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous voulez d'autres histoires vraies sur la résilience, l'amour et ce que signifie se battre pour ce qui compte le plus, abonnez-vous à la chaîne. Nous construisons une communauté ici, une communauté qui voit les gens, et pas seulement leur lutte. Merci d'en faire partie.